Tous, bienvenue du coup chez The Product Crew pour les petits webinars du mercredi. On va laisser le temps à ce que tout le monde se connecte pour le coup. On est avec Fanny aujourd'hui. Bonjour. Salut Alexandre, hello Béatrice, comment ça va? N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat, à dire en mettant bien tout le monde du coup et pas que les panélistes, nous les autres, hein, pour que tout le monde puisse voir un peu vos messages. En tout cas, je suis très ravi de vous avoir aujourd'hui. En plus, il fait beau, donc ça c'est top. On a un très beau truc qui s'annonce. Ça va être top. On va laisser un petit peu encore le temps à ce que quelques personnes se connectent. Salut Raphaël. C'est bien, en plus, il y a plein de membres de la communauté qui sont là. Salut Margot, hello Sixtine. Trop bien, il y a plein de designers, c'est cool. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer dans pas longtemps. Si tout le monde est là. Alors, comment ça va se passer? Aujourd'hui, on est avec Fanny de Content Square, qui va nous parler d'un truc un peu intéressant sur le data driven. Tout au long du déroulé, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en mettant bien du coup tout le monde, hein, et pas que aux autres. Et on y répondra à la fin. On fera une petite session un peu tranquille. Vous verrez, ça devrait plutôt bien se passer. Fanny, je vais te laisser la main. Tu vas pouvoir te présenter et let's go pour le petit webinar. C'est parti. Je t'en prie, à ton tour. Eh bien, c'est parti. Ravie d'être avec vous ce midi et de voir que vous avez préféré être avec moi plutôt que d'aller déjeuner dehors avec ce beau soleil. Donc, je suis très touchée. Aujourd'hui, le sujet que je veux vous présenter, c'est comment améliorer son expérience utilisateur avec une méthode data-driven. Alors, tout d'abord, qui suis-je? Donc, je suis Fanny, je suis la directrice du Global Design chez Content Square depuis plus de 11 ans. C'est beaucoup pour notre petite entreprise qui est maintenant très grande d'ailleurs. Donc, je suis l'employée numéro 3. J'ai démarré en tant que stagiaire au marketing et au design. Et aujourd'hui, je gère l'équipe design à travers le monde. Donc, on a des UX designers, brand designers et vidéoproducteurs entre Paris, Londres, New York et Amsterdam. Donc, une belle équipe créative. Et vous en doutez, c'est justement l'usage de la data qui nous anime au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai souhaité vous partager cela aujourd'hui. Alors, l'agenda pour ce midi. Donc, je vais vous présenter Content Square en quelques minutes. Et ensuite, on va directement rentrer dans cette méthode data-driven avec les principes clés à avoir en tête et voir en détail comment on va pouvoir analyser votre data et aussi vous comparer par rapport à votre secteur d'activité, vos compétiteurs. Et on finira par des case studies et des résultats de certains de nos clients. Et comme Pierre-Jean vous le disait, bien sûr, il n'y a pas de mauvaises questions. Sentez-vous libre de me poser toutes les questions que vous avez. C'est parti. Content Square, donc comme je vous le disais, ça fait 11 ans que j'y suis et ça fait aussi 11 ans que ça existe. Créé en 2012 par notre fondateur Jonathan Cherki. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de grandir très vite. Dès 2016, on a ouvert notre bureau de Londres. En 2017, notre bureau de New York. Et voilà, on a continué de grandir à travers le monde avec de plus en plus de clients et aussi de belles acquisitions, dont celle d'Odjar en 2021. Alors, Content Square, justement, en quelques datas, c'est plus de 1500 employés à travers le monde. Une belle value déjà prouvée pour nos clients avec des millions de dollars gagnés grâce à l'utilisation du produit. Un très bon NPS score pour notre secteur d'activité. Plus de 1000 clients enterprise et plus d'1 million pour les small business. On travaille avec plus de 250 partenaires et on analyse et on collecte au quotidien plus de 15 trillions de données. Donc, c'est énorme et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, avec Content Square, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Donc, c'est notre volonté d'être le leader sur le marché de l'analytics pour proposer à nos clients une compréhension complètement nouvelle de l'expérience de vos clients. Et ça va vous permettre d'avoir, pour la première fois, grâce à notre outil, une compréhension complète de tous les comportements, les intentions et les sentiments de vos utilisateurs. Donc, vraiment, une compréhension complètement humaine de ce qui se passe sur votre site pour vos utilisateurs.
c'est parti, la méthode data-driven. Alors, je voulais commencer par vous faire un petit peu un état des lieux. Quand j'ai démarré en tant que UX designer, on avait pas mal de biais, de mythes et de challenges. Et je pense que certains d'entre vous y font face aujourd'hui. Les biais qu'on rencontrait le plus souvent, je dirais que c'était cette tendance à proposer la même recommandation à tout client. On a vu que ça marche pour tel client sur telle page. On se dit, a priori, lui, c'est à peu près le même secteur d'activité, les mêmes problématiques, ça va marcher, et pas du tout. Chaque site est unique, chaque interface a ses spécificités et chaque audience est différente. Donc, c'est vraiment un biais qu'il a fallu supprimer assez vite. Les mythes qu'on a dû aussi un petit peu mettre de côté, c'était ces lois UX génériques qui finalement ne s'appliquent pas vraiment toujours à tous les types d'interfaces. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on a dû changer dans nos habitudes d'analyse. Et les challenges, je dirais que le plus gros qu'on a dû aussi challenger pour le coup, c'était de mettre en avant notre travail et notre expertise en tant que designer qui pouvait être remis en question par tout un type d'expertise en interne. Qui n'a jamais présenté sa dernière maquette en réunion et a soudainement eu plein de collègues designers autour de la table qui voulaient donner leur avis et challenger le résultat. Et c'est vrai qu'en apportant une justification basée sur la donnée de votre travail, vous allez rentrer dans une nouvelle dimension et vous allez limiter les débats et du coup aussi des fois les erreurs. Donc ça, c'était vraiment le constat de départ. Et on a travaillé en collaboration avec la team de data analyst chez Content Square pour proposer une nouvelle approche sur l'amélioration des parcours utilisateurs. Donc, c'est vraiment une nouvelle approche créative que je vais vous présenter aujourd'hui sur comment mieux comprendre votre utilisateur final par finalement, en fait, connaître même plus que lui ses propres comportements et ses attentes. Alors, comment ça va se passer ? Voilà, ça c'est notre tagline marketing. Everyone is unique. Do you know what makes them click? C'est vraiment la question à laquelle vous allez pouvoir répondre en menant vos analyses. Alors, comment ça va se passer cette méthode? Vous allez voir, c'est très simple. Première étape, vous allez comparer votre data. Vous allez identifier les chiffres et les données problématiques que vous allez rencontrer. Alors, je vais vous montrer après dans le détail comment vous allez pouvoir faire ça. Et vous allez ensuite aussi identifier des mauvais cas pratiques que vous allez rencontrer sur votre site. Deuxième étape, vous allez proposer des hypothèses. Et j'insiste sur cette deuxième étape puisque souvent, c'est celle qui manque dans le travail d'un designer aujourd'hui qui commence à utiliser de la donnée. On va identifier un problème et on va directement vouloir le solutionner sans passer par des étapes d'hypothèse qui sont pourtant souvent la clé de la bonne solution. Donc, ces hypothèses sont les causes probables donc, de ces problématiques que vous avez relevées et vous allez les challenger une nouvelle fois par de la donnée pour vérifier si ce sont les bonnes. Et enfin, en étape 3, vous allez formuler des recommandations d'abord dites UX, donc sur l'expérience générale de votre parcours ou de votre page, et vous allez terminer par l'interprétation visuelle de cette recommandation. Pourquoi, pareil, c'est important de découper ces deux étapes puisque vous pouvez avoir finalement plusieurs interprétations visuelles pour l'anglais français mélangé, une même recommandation UX. Et c'est vraiment sur ce point-là que j'insiste parce que vous pouvez avoir des fois l'occasion de pouvoir tester ces différentes interprétations visuelles et de pouvoir choisir la bonne. Et vous verrez que des fois, il peut y avoir un gap énorme entre différentes interprétations visuelles. Vous étiez persuadé que c'était l'option 1 et finalement, ce n'était pas du tout celle-ci. Donc, c'est très important de se laisser aussi du choix dans l'interprétation visuelle pour trouver la meilleure. Hop. Aussi, je suis sûre que vous avez eu des présentations sur le sujet de l'accessibilité numérique, vu que c'est un sujet passionnant et assez complexe. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose sur lequel il ne faut pas lésiner vos efforts. L'accessibilité numérique aujourd'hui, c'est ne pas se fermer la porte à une partie de votre audience,
de votre public et vraiment intégrer des recommandations d'accessibilité dans vos recommandations UX, c'est aujourd'hui plus qu'indispensable. Donc, si on prend un cas concret, on est sur notre page web et on voit qu'on a un taux de clic qui est vraiment très bas sur un de nos call to action. Par exemple, considérons que c'est le bouton qui permet d'ajouter au panier. On voit que ce taux de clic est de 1%. Définitivement, il y a eu un raté. On voudrait que ça soit l'élément principal de la page et il est très peu cliqué. Donc, c'est un problème. Et on voit aussi qu'on a plusieurs styles pour nos boutons pour un même objectif. Donc, ça doit définitivement poser problème à un moment. Donc, on va formuler nos hypothèses sur la base de ces problèmes. Hop. Donc, la première, ça va être que peut-être nos utilisateurs ne voient pas ce bouton qui doit être trop bas sur la page puisqu'il est très peu cliqué. Autre hypothèse, finalement, le wording ou alors le style propre de mon bouton n'est pas assez clair. Et on va, une nouvelle fois, challenger ces deux hypothèses avec de la donnée. On va aller voir si, au final, pour les personnes qui ont vu ce bouton en ayant scrollé à cet endroit de la page, ils ont bien interagi avec. Et donc là, ça va pouvoir confirmer ou non notre hypothèse. Et pareil, pour la clarté du label, on va voir s'ils ont, par exemple, eu de l'hésitation. On semble avoir formulé les bonnes hypothèses. On va passer à l'étape de solutionnement, où là, on va proposer en recommandation d'expérience de remonter ce bouton au-dessus de la ligne de flottaison le plus possible. Ce n'est pas toujours possible de mettre le composant exactement où on veut, mais en tout cas, voilà, de maximiser sa visibilité. Et aussi de choisir un intitulé qui est beaucoup plus court et plus accessible. Et enfin, on passe à la dernière étape, comme je vous le disais, où là, on va prendre la décision de tester ou carrément d'implémenter une seule solution si on est convaincu, où on va avoir, par exemple, un nouvel intitulé pour notre bouton, beaucoup plus court et compréhensible comme ajouter au panier, et de le placer exactement à côté de la barre de réassurance, par exemple, et en bleu pour coller à notre design system. Donc voilà la méthode en 3 étapes, assez simple, à mettre en place à chaque fois que vous voulez implémenter un changement sur votre site. Alors, vous allez me dire, oulala, on va finir par avoir une liste de recommandations sans fin. Eh bien, finalement, pourquoi pas? Le plus important, après, à cette étape, ce sera de les prioriser, de bien vous remémorer quel était le problème, quelle a été l'hypothèse que j'ai voulu utiliser dans ce cas et mes différentes recommandations. Très important, afin de prioriser la mise en place ou le test de ces recommandations, ça va être l'estimation de l'impact, aussi bien en termes d'expérience que business, et la complexité technique de la mise en place. Et en jouant avec tous ces paramètres, vous allez pouvoir définir quelles sont les recommandations que vous devez directement mettre en place puisque vous êtes sûr qu'elles vont vous rapporter, elles sont assez simples. Quelles sont celles que vous devez intégrer à un sprint probablement de développement, ou alors quelles sont celles sur lesquelles vous avez un gros doute et vous préférez lancer un test. Je recommande fortement le test, toujours comme bonne étape de mise en production d'une recommandation, puisqu'on n'est jamais sûr à 100%, et le test vous donnera toujours, une fois de plus, une réponse basée sur la donnée. Donc voilà, grâce à cette méthode, on va avoir peu ou pas, dans le meilleur cas, de biais sur l'observation de l'expérience de vos utilisateurs. Et surtout, on va observer ces comportements dans la masse et anonymement. Ce qui peut être un petit peu la faiblesse parfois des tests qualitatifs où on ne va pas pouvoir malheureusement interroger des millions de personnes sur leur appréhension d'un parcours. Et là, au contraire, vous allez avoir en un clic accès à toute cette donnée par des millions d'utilisateurs selon la taille de votre trafic. Alors, vous allez me dire, ça c'est dans un cas idéal. Mais est-ce qu'il y a des contraintes qui pourraient se présenter face à moi? Alors, ça, c'est les 3 grandes principales que j'ai remarquées en travaillant auprès de nos clients. On va avoir certaines organisations qui sont un petit peu old school, entre guillemets. On va avoir un petit peu du mal à apporter du changement. On a peur de changer ses habitudes de travail. Ça peut être vous.
cette personne qui motive toute une équipe ou une organisation à changer sa méthode de travail. Donc, ne renoncez pas trop vite. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une organisation qui, a priori, ne s'y prête pas que vous ne pouvez pas lancer cette nouvelle stratégie data-driven. Vous pouvez avoir des freins côté budget. Je ne vais pas vous mentir, ça a un coût. Mais c'est définitivement très vite amorti. Mais voilà, c'est vraiment un critère sur lequel vous pouvez avoir un blocage. Pensez aussi qu'il y a beaucoup de solutions gratuites et je peux forcément que vous recommander Hotjar qui vous permettra d'avoir beaucoup d'insights quantitatifs pour un très faible coût. Et enfin, une autre contrainte que vous pouvez rencontrer, c'est mon équipe est trop petite pour mettre en place une nouvelle stratégie data-driven. Pensez que ce n'est pas forcément que votre équipe qui doit déployer cette nouvelle méthode. Ça peut être un travail d'équipe avec différentes entités dans votre société. Et dans ce cas-là, vous allez partager la charge de travail et encore plus améliorer votre collaboration. Donc, pensez toujours aussi que ce n'est pas forcément que vous qui allez mener cette révolution, mais vous pouvez définitivement partager cette sublime tâche. Alors, voyons en détail comment vous allez pouvoir intégrer la donnée dans votre travail. Alors, grâce à Content Square, comment ça se passe? Vous allez commencer par définir votre contexte d'analyse. Vous allez créer ce qu'on appelle un mapping. Vous allez ranger toutes les URL de votre site dans des grandes catégories. Ces URL sont des pages produits, ces URL sont mon tunnel d'achat, etc. Et là, vous allez déjà avoir une cartographie de votre site et vous allez pouvoir commencer à regarder ce que vous pouvez analyser. Et ensuite, 2 étapes très importantes. Vous allez créer les objectifs que vous voulez analyser. Donc, par objectif, ça va être, par exemple, combien de personnes, le clic sur un bouton, le survol sur un élément, l'atteinte d'une page en particulier. Donc, ça va être vraiment des objectifs très précis que vous choisissez et qui vous intéressent d'analyser. Et enfin, vous allez définir les segments qui vont atteindre ou pas ces objectifs. Donc, ça peut être vos personas ou des groupes de personas pour pouvoir lancer votre analyse. Ça y est, vous avez tout paramétré, vous êtes prêt pour rentrer dans l'analyse et vous allez avoir différents modules. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est vraiment juste pour vous donner une idée de ce qui est à portée de votre main à ce moment-là. Donc, le premier, ça va être le page comparator, où vous allez avoir différents types de métriques pour chaque page et vous allez pouvoir les comparer les unes entre les autres et entre différents segments, ce qui va vous permettre, toujours en se référant à la méthode, d'avoir cette première étape de comparaison pour identifier les problèmes, aussi bien en termes de parcours qu'en termes de pages. Ensuite, vous allez rentrer dans l'analyse détaillée des parcours avec ce module de User Journey, où vous allez regarder page après page, donc le premier cercle est la première page consultée, deuxième cercle, deuxième page consultée, etc. Et vous allez rentrer en détail dans vos parcours. Vous allez voir où vos utilisateurs sortent, donc ce sont les segments en noir, et quels sont les enchaînements de pages, par exemple comme ici, qui semblent être problématiques, quels sont les parcours qui font sens, etc. Et donc là, en un clic, vous avez accès à l'ensemble des parcours effectués par vos utilisateurs sur votre site. Ensuite, vous allez rentrer au cœur de la page. Vous avez sûrement identifié des améliorations dans le parcours, mais maintenant, vous voulez savoir qu'est-ce que vous devez changer concrètement également sur la page. Et là, vous allez avoir 2 modules principaux. Le zoning, qui va vous donner accès à tout un tas de métriques bloc par bloc sur votre page pour savoir exactement ce qui se passe au sein de vos éléments. Et le session replay, qui va vous montrer dans quel ordre vos utilisateurs interagissent avec le contenu de votre page. Alors, n'ayez pas peur, juste quelques métriques pour vous montrer un petit peu la diversité d'informations que nous pouvons recueillir et qui vont vous permettre d'aller vraiment en détail dans vos analyses. Donc, vous allez par exemple avoir le taux de rebond. Donc, ça va être vos utilisateurs qui sont arrivés sur une page de votre site et qui l'ont directement quitté par la suite, sans voir une deuxième page. Donc, ça va être souvent des gens qui sont arrivés via des campagnes et qui, a priori, du coup, ont été déçus de leur expérience et directement ont quitté votre site. Donc, ça va être très important de suivre cette métrique pour voir comment vos campagnes peuvent générer de la conversion et qu'est-ce qui, sur votre site, pose problème pour mener ensuite à une expérience vraiment confortable sur le site.
On va avoir forcément tout ce qui est taux de conversion, le nombre de vues de vos pages durant une session, le taux d'activité. Alors ça, c'est une métrique qui est vraiment intéressante puisque ça va permettre d'étudier un ratio entre le temps où les utilisateurs ont interagi avec la page. Donc, ça peut aussi bien être des mouvements, du scroll, des clics, etc. Et le temps total qu'ils ont passé sur la page. Donc, c'est vraiment à quel point ils ont, entre guillemets, joué avec votre page et du coup, l'ont trouvée interactive et attrayante. Ça, c'est aussi intéressant. Et d'autres métriques, donc certaines vous connaissez forcément, hein, le taux de scroll, le taux de survol, le taux d'attractivité. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup chez nous. Ça va être le pourcentage d'utilisateurs qui ont cliqué sur une zone après y avoir été exposés. Ça va vraiment traduire l'efficacité ou non de votre contenu ou de votre composant. On va avoir d'autres métriques autour du temps, d'hésitation ou la récurrence de clics. La récurrence de clics, on l'utilise notamment beaucoup dans les formulaires, puisque ça va être le nombre de fois où vous avez cliqué sur un élément. Donc, si on voit par exemple que dans la complétion d'un formulaire, on a cliqué 12 fois sur le champ date de naissance, c'est qu'a priori, on ne l'a pas très bien paramétré et qu'il est assez painful pour vos utilisateurs. Alors, passons maintenant à la performance, parce que vous allez me dire, ce n'est pas toujours facile de savoir si finalement 1% de conversion, c'est peu. Mon taux de scroll, on m'a dit c'est 10%, mais est-ce que c'est bien? Comment, chez nous, on sait comment comparer cette donnée pour en déduire un insight? Eh bien, on se sert de notre benchmark qu'on sort tous les ans et vous pouvez déjà y accéder vu qu'il a été publié en début d'année. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de contenu que vous pouvez trouver à l'intérieur de ce benchmark. On a un petit état du trafic web aujourd'hui. On voit qu'on a toujours 2/3 des visites qui se fait sur mobile. Donc, il faut arrêter de se dire, penser complètement ces parcours que pour desktop. La navigation sur mobile aujourd'hui, c'est plus qu'un fait, c'est une réalité. Donc voilà, pensez vos expériences mobile first. C'est peut-être vraiment la bonne idée pour 2023 si vous n'avez pas encore fait. Et ce qui est intéressant de comparer ici, c'est cette part de trafic selon les industries. Et on va voir que typiquement pour de la télécom ou de l'énergie, on va avoir une grosse part de mobile, ce qui voilà, correspond à des habitudes qu'on connaît bien, d'aller consulter son contrat, d'aller souscrire à une option, etc. Quand on a d'autres secteurs peut-être un petit peu plus anciens et durs à enclencher dans le mouvement, comme les softwares, où là, le trafic va rester principalement sur desktop. On va aussi se demander quelle est la part entre des nouveaux visiteurs et des visiteurs qui reviennent. Et on voit que la tendance se confirme d'année en année, puisque sur desktop, on a une majorité de vos visiteurs qui sont des visiteurs qui reviennent, alors que sur mobile, c'est des nouveaux visiteurs. Donc là, pareil, quand vous concevez vos interfaces, gardez bien cela en tête. Les comportements et les attentes vont forcément être très différents entre les deux devices. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que du coup, on a comparé par industrie. Et donc, vous allez avoir, par exemple, le retail qui est très partagé entre nouveaux visiteurs et visiteurs qui reviennent, alors que d'autres industries vont être plus tranchées. Donc ça, c'est vraiment des données qui vont vous permettre justement d'affiner le contenu de vos pages entre les différents devices. Donc, voilà. Scroll rate. Donc, le taux de scroll, on voit qu'en un an, il a baissé de 2%. Vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup, mais finalement, c'est quand même 2% en seulement un an. Donc, on espère que ce n'est pas une tendance qui va se poursuivre, puisque c'est forcément 2% d'espace en moins que vous allez avoir pour convaincre vos visiteurs de convertir. Donc, on espère que cette tendance va évoluer. Peut-être que c'est un des nouveaux comportements liés à la crise. Mais voilà, en tout cas, sur les différentes industries, on a remarqué cette baisse. Et voilà, les taux sont très différents selon les industries. Comme je vous le disais, voilà, pour le retail, on est sur quelque chose d'assez 50-50, alors qu'on va avoir des industries où là, par contre, le taux de scroll va être plus élevé, comme par exemple l'énergie.
Si on regarde maintenant les pages vues, on voit que sur desktop, on tourne à une moyenne de 5 pages par session, alors que sur mobile, on est plutôt à 4,5. Donc, toujours dans cette idée d'optimiser le contenu idéal pour chaque device, puisque vous allez avoir de moins en moins de chances de convaincre vos utilisateurs. Et ce temps passé par session, on voit que en un an, il a quand même drastiquement diminué, aussi bien sur desktop que sur mobile. Donc, effet de la crise, peut-être. Effet de nouvelle génération aussi, peut-être. Mais dans tous les cas, la conclusion est la même. Vous avez moins de temps pour convaincre vos consommateurs de convertir sur votre site. Donc, pensez à travailler vos contenus de haut de page. Et enfin, une dernière métrique que je voulais vous montrer, ça va être le taux de rebond, où là, on voit quand même pas mal de changements, notamment sur desktop en un an. Pareil, là, on va être sur des campagnes à travailler pour s'assurer que lorsque vous redirigez votre trafic vers une page, celle-ci correspond exactement aux attentes de vos utilisateurs. Et c'est peut-être ça qui fait la différence entre desktop et mobile aujourd'hui. Et voilà, et pour terminer sur ça, sur certaines industries comme le média ou le software, le taux de rebond est quand même très élevé. Donc, il y a sûrement pas mal d'optimisation à prévoir. Alors, si vous êtes encore en train de vous demander si vous êtes prêt à passer sur une stratégie data-driven, j'ai encore 3 arguments pour vous. Oui, une stratégie data-driven, ça marche sur toutes les tailles d'équipe, toutes les organisations et tous les types de maturité d'équipe. Ça va être juste une nouvelle méthode de travail, une nouvelle façon de donner des insights à vos différentes équipes. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on a vu pour nos différents clients. À partir du moment où on veut le mettre en place et qu'on se donne les moyens, il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Oui, c'est facile à mettre en place. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, être certifié sur notre outil, c'est seulement 4 ateliers. Donc, ça va vite d'être formé, ça va vite d'être autonome et ça va vite de donner la main à vos équipes pour l'analyse rapide de vos pages et vos parcours. Et enfin, oui, ça va donner plus de pouvoir à vos équipes pour justifier leurs choix. Très vite, ils vont sentir voilà, ce pouvoir de la data qui va leur permettre de justifier en réunion, en QBR, toutes leurs maquettes et leurs projets beaucoup plus facilement. Alors, je voulais vous présenter un case study de notre site corporate, Content Square, sur lequel on a utilisé justement la data. On s'interrogeait sur notre barre de navigation pour savoir quels étaient les contenus les plus intéressants pour nos utilisateurs et peut-être repenser un peu nos parcours si on était dans le faux. Et donc, on s'aperçoit que la majorité du trafic va sur nos entrées dédiées aux produits, ce qui est bon signe, a priori, en étant un logiciel. Mais on a aussi beaucoup de trafic qui allait sur la partie société. Donc là, on va avoir tout ce qui est offre de job, mais aussi voilà, plus d'informations sur qui nous sommes, nos valeurs, etc. Et ça paraît aussi important aujourd'hui à mettre en œuvre. Donc, on s'est dit, voilà, c'est définitivement quelque chose sur lequel il faut se pencher. Et quand on a regardé aussi dans le détail des sous-menus, on a vu que voilà, la tendance de l'accès à l'information sur le produit se confirmait pleinement et qu'on avait 2 personas principaux sur lesquels on allait pouvoir travailler, qui sont les équipes marketing et les équipes design, qui intéressent le plus nos visiteurs. On a ensuite regardé dans le détail le contenu de nos pages. Quels sont les contenus consultés et de quelle manière? Et on voit qu'on n'a peut-être pas forcément fait les bons choix dans cette page de présentation du produit, puisqu'on prend la majorité de l'écran avec de l'information plutôt macro, alors qu'on présente les modules et les nouvelles features plutôt en bas de page. Donc, on s'est posé la question, est-ce que si nos visiteurs avaient mieux vu et donc accédé à ces types de contenus, est-ce qu'ils les auraient plus consommés? Et la réponse a été oui. On a eu beaucoup de clics et d'interactions et donc d'attractivité au global sur ces différentes parties de page qui présentent les différents modules de la solution. Or, il est situé en bas de page.
Donc, il va falloir repenser l'organisation de ces pages pour mieux valoriser ce type de contenu très important, visiblement, pour nos visiteurs. Et enfin, on s'est posé la question de comment challenger nos pages de démo, puisqu'on a une page un petit peu de démo classique et on a une page contenant une vidéo. Et on voit que donc cette page de démo, en passant par une présentation vidéo, est principalement consultée depuis la homepage, ce qui est bon signe. Ça veut dire que on remplit notre mission de driver directement du trafic sur la page de démo dès la homepage. Et on a voulu se poser la question de quel était le meilleur bouton d'accès à cette demande de démo. Est-ce qu'on était sur plutôt Get a Demo, Watch a Product Demo ou Request a Demo? Et on a vu de manière flagrante que le fait de proposer une démo en vidéo était bien meilleur pour la conversion que des boutons classiques de accéder, demander une démo. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment conservé et mis en place sur le site pour proposer plutôt la démo vidéo que la démo classique. Donc voilà, ça c'était les différentes implémentations qu'on a fait depuis cette analyse sur notre site. On a intégré ces insights dans notre nouvelle barre de navigation. On est en train de travailler sur des nouvelles pages produits dont certaines sont déjà sorties. Et on a valorisé ce bouton d'accès à la vidéo de démo. D'autres résultats que je voulais vous présenter de la part de certains de nos clients. Donc ça, c'est pour la marque G-Star. Ils avaient en bas de leur homepage un bloc dédié au contenu de produits sur les réseaux sociaux. Et là, on avait seulement 8% de taux d'exposition sur ce bloc, ce qui est forcément très faible s'il est en bas de page, alors qu'on avait, pour les utilisateurs qui avaient vu ce bloc, une bonne consommation du contenu, puisqu'on avait 12% d'attractivité et quasiment 5% de conversion au clic. Donc, c'était définitivement un contenu qui intéressait les visiteurs. Et la marque s'en est rendue compte. Et en déplaçant ce bloc qui était vraiment en tout bas de page, plus haut dans leur homepage, ils ont pu très facilement et très rapidement augmenter le clic sur cette zone et la conversion au clic sur ce bloc. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de petit quick win. Des fois, juste déplacer un bloc ou améliorer tout simplement un élément peut mener à une grosse hausse de conversion. Et enfin, ce dernier exemple avec Feu Vert, qui a optimisé sa page catégorie grâce à la donnée. Donc, on voyait ici que le haut de page contient cette publicité, différents types de contenus, mais au final, on n'atteint que les premiers produits autour de 20% de taux d'exposition, ce qui est vraiment bas dans la page. Donc, on a 80% de nos utilisateurs finalement qui ne sont pas exposés à ces produits, ce qui est dommage parce qu'ils étaient peut-être venus pour ça. Et en plus, on avait un temps de chargement qui était de 2 secondes 35, ce qui est assez conséquent. Et donc, on avait beaucoup aussi de rebonds sur cette page. Donc là, pareil, on a formulé différentes hypothèses et leur recommandation a été d'encourager justement au scroll pour atteindre ces produits qui sont clés forcément pour la conversion de Feu Vert et aussi de réduire le temps de chargement. Et comment atteindre ces deux objectifs en une seule fois? Ça a été justement de réduire, voire de supprimer cette publicité qui va permettre de remonter à la fois tout mon contenu et de donner un meilleur accès à ces produits et de limiter le temps de chargement. Et comment ça s'est traduit en termes de résultats? On a eu plus de 12% d'atteinte de pages produits en plus avec cette nouvelle version, une augmentation quasiment de plus de 75%. On a limité le taux de rebond de près de 65% et le taux de chargement a été réduit de 30%. Donc, vous voyez, pareil, ce n'était pas forcément une optimisation très complexe à mettre en place puisque on ne devait que supprimer cette bannière publicitaire. Et au final, la conversion ne s'est pas fait attendre. Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation. J'espère que je vous ai convaincu de participer à cette révolution data-driven. Quelques derniers petits insights pour vous convaincre. La donnée dépasse l'opinion.
vraiment, si vous posez la question, chez nous, c'est vraiment au quotidien où on va justifier chaque choix, chaque décision par de la donnée et ça va limiter les débats et ça va toujours mener vers la meilleure décision. D'avoir des décisions data-driven, ça va vous permettre de prendre des décisions plus rapidement. Justement parce que ça va aussi limiter les débats et parce que vous avez la preuve de ce que vous avancez et ça va permettre à des nouveaux mindsets de se mettre en place dans l'entreprise et ça va vous permettre d'être beaucoup plus agile et ça, c'est très intéressant. Ça va vous permettre aussi de donner plus de pouvoir à vos équipes et notamment à vos équipes design en mettant en valeur leur travail puisque c'est pas, on va changer un petit peu les habitudes où le designer fait sa phase de recherche, sa phase de production, présente sa maquette et où tout le monde peut entre guillemets challenger le travail à cette étape-là en venant avec une analyse complète, quantitative, qualitative du travail et en présentant un prototype final, ils vont pouvoir justifier chaque choix graphique et ça va donner beaucoup plus de poids à leur travail. Quelque chose qu'on a beaucoup vu chez nos clients, ne copiez pas vos compétiteurs juste parce que vous croyez que c'est la bonne tendance. Vous n'en savez rien, vous n'avez pas accès à leurs données et ce qui peut paraître être une super idée peut être aussi finalement la pire. Donc, mon conseil, c'est toujours de trouver vos propres solutions par vous-même et dans la majorité des cas, ça sera toujours beaucoup plus efficace. Comme on l'a vu juste avant, ne négligez pas un petit quick win, une petite mise en prod. Ça peut avoir un impact démesuré. Je ne peux pas vous donner le nombre exact sur ce client, mais sur un de nos gros clients retail, juste en déplaçant un bouton, ils ont pu augmenter leur conversion de plusieurs millions. Et quand on voit que c'est un changement qui peut être fait en une nuit, c'est assez considérable. Et enfin, je terminerai par ça. Arrêtez d'avoir peur finalement de prendre des risques. Avec une approche data-driven, vous allez pouvoir toujours rassurer à la fois vos équipes, mais aussi votre management que la décision que vous prenez est la bonne. Et vous avez toujours le choix de pouvoir le tester en amont pour, encore une fois, vous rassurer. Donc, allez-y, lancez-vous et vous verrez, les résultats seront toujours là, appuyés par la data. Merci. Oh bien, Fanny, merci beaucoup. J'espère que ça en a convaincu plus d'un, du coup, sur les avantages de la data, hein. Top. Bah, écoutez, on a une petite question, d'ailleurs, pour vous tous, là, pour vous réveiller un petit peu, un petit slido que Lucie va nous partager. On a une petite question, du coup. On aimerait savoir un petit peu comment ça se passe de votre côté, en tout cas, ou dans votre boîte actuelle, l'utilisation de la donnée. Euh, je je vais en profiter également pour vous parler. Bon, je crois qu'il y a un petit incident technique. C'est quoi? C'est le GCP de Google encore qui prend l'eau? C'est ça. En attendant que le slide arrive, je vais vous parler un petit peu du Product Crew. Après, on va poser des questions, du coup, parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de questions. Vous avez été nombreux, du coup, à en poser pas mal dans le chat. On va essayer d'y répondre assez vite. Vous savez, TPC, nous, on est un peu les copilotes des startups. On les accompagne dans pas mal de choses, que ce soit onboarding, les strats, mais surtout marque employeur et bien sûr recrutement. Pour tous nos membres de la communauté, on essaie de faire un peu exploser votre potentiel en dynamitant toutes vos recherches d'emploi avec plein de ressources qu'on met à disposition, plein de webinaires et de workshops comme maintenant. Si vous êtes recruteur, n'hésitez pas à nous contacter. On a beaucoup de talents qui attendent que ça. Si vous êtes candidat et que vous souhaitez vous ouvrir à une offre, une session Open Candidate, n'hésitez pas à devenir membre avec nous, vous verrez, ça vaut le détour. On a une approche très chill du truc. Bon, écoutez, je pense que le Slido, du coup, a un petit souci. C'est pas grave, on va passer aux questions. On va enchaîner, c'est les aléas du direct, ça peut arriver. Fanny, il y a des questions, tu verras, qui sont très cool. Il y a Sylvie qui nous demande comment est-ce que vous avez eu l'information pour le click rate. Est-ce que vous utilisez Google Analytics pour le coup? En fait, ce qu'on a développé à travers le produit Content Square, c'est une approche encore plus détaillée avec plus de métriques mises à disposition. Donc, c'est vrai que nous, aujourd'hui, non, on n'utilise pas Google Analytics parce qu'on a plus de données via notre outil. Ok, ça marche. Il y a Morgane aussi qui posait une question au tout début de Prez. Comment on challenge les hypothèses?
Donc ça, c'est vraiment toujours cette idée de se dire, j'avance quelque chose, donc j'avance cette hypothèse et je vais aller chercher une donnée, donc via les différentes métriques que je vous ai montrées, qui va me permettre de dire, en fait, là, j'étais dans le faux. Comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que mon contenu est trop bas dans la page? Typiquement, l'hypothèse qui va me permettre de confirmer que oui, il est trop bas dans la page, c'est de trouver des métriques qui disent, pour les personnes qui l'ont vu, qui sont allées jusque-là, ils l'ont beaucoup utilisé, ils l'ont aimé. C'est ce type de données qui va permettre de dire, oui, en effet, il est trop bas et les gens auraient aimé l'utiliser. Ok, cool. Mike, il demande, est-ce que le même framework peut être appliqué à du B2B? Pour la méthode, Ouais, moi je je dirais pense. Hein. Je pense oui, aussi oui. c'est lié. Aussi, on travaille avec pas mal d'agences et de partenaires pour nos clients. Et cette méthode, on leur transmet également. Donc, tout le monde travaille de la même manière. Donc, pas de blocage de ce côté-là. Ok. Il y a Raphaël qui pose une question. Il demande quel est le référentiel à partir duquel on peut se dire qu'il y a un besoin d'optimisation. Une donnée est représentative d'un problème. C'est clair pour un CTA, pour un call to action avec un taux de clic à 1,2%, mais si on est à 20%, est-ce que c'est normal? Est-ce que les attentes sont différentes d'un secteur à un autre? Complètement. Ça, typiquement, c'est ce que je vous ai montré dans le benchmark. Selon les différentes métriques, vous allez avoir des comportements complètement différents d'un secteur d'activité à l'autre. Donc, Ok. c'est via le benchmark. Et attention, spoiler alerte, on va aussi Ouais. lancer le benchmark directement dans le produit à partir de cet été. Et donc là, on va pouvoir directement dans l'outil se dire, voilà, en effet, si j'ai, comme on disait tout à l'heure, 1% de clics sur ce blog, est-ce que c'est bien ou pas par rapport à mon secteur d'activité? Ok. Il y a Margot qui nous demande comment définir si notre solution design a bien résolu le problème grâce à la data. En gros, comment interpréter les chiffres, s'ils sont vraiment bons ou juste une légère amélioration. Alors ça va être vraiment sur vos objectifs aussi business. Je dirais, ça va s'inscrire dans votre stratégie. Est-ce que votre objectif du quarter, finalement, c'était d'améliorer votre conversion de 5% ou alors est-ce que c'était plutôt de challenger l'expérience utilisateur en général? Je dirais que, pareil, le benchmark va vous permettre de vous positionner, c'est-à-dire que vous allez avoir le nouveau score de votre expérience utilisateur et vous dire, voilà, maintenant, j'étais, je ne sais pas, à 2% de conversion, je suis à 3, c'est bien, vous pouvez en être fier, mais finalement, la moyenne de mon secteur, c'est 5, donc j'ai encore du travail à accomplir. Ok. Béatrice qui te demande comment intégrez-vous l'accessibilité dans le data vise, dans la data vise. Eh bien, c'est une excellente question. Oui. Puisque, deuxième spoiler alerte, Allez. on va lancer une nouvelle version de la solution Content Square où on a complètement retravaillé le design system pour être beaucoup plus accessible. Donc, Ok. ça va sortir d'ici cet été. Et c'est un vrai effort, ça fait 1 an que l'équipe Product Design travaille dessus et voilà, va sortir un design system complètement accessible, ce n'est pas possible malheureusement, mais beaucoup plus accessible. Et voilà, ça fait le plus grand bonheur de notre fondation qui est dédiée justement à l'accessibilité numérique. Ah, bah top. Jocelyn qui te demande si est-ce que Contentsware est spécialisé site e-commerce, car c'est l'exemple le plus parlant, ou est-ce que c'est aussi adapté à un outil SaaS orienté productivité? Je ne sais pas si tu avais un exemple en tête, mais il n'y a pas de limitation. C'est-à-dire que dans les objectifs que tu définis, ce n'est pas forcément des objectifs de conversion. Ça peut être vraiment... c'est toi qui es libre de définir les objectifs que tu veux. Donc, ça peut vraiment s'adapter à tout secteur d'activité. Ok, bah, cool, je pense que tu as bien répondu pour le coup. Anaïs qui te demande est-ce qu'il existe une solution si des éléments à tester sont présents dans un pop-in et donc qu'on ne peut pas la cartographier, elle ne correspond pas à aucune URL. Alors ça, je sais que c'est un petit peu le cauchemar de notre solution, les pop-ins.
je préfère pas m'avancer sur la réponse technique, mais je poserai ma question différemment. C'est est-ce que finalement la Popin est la meilleure solution technique pour présenter ces informations? Puisque c'est vraiment, dans la majorité des cas, du contenu un petit peu intrusif. En termes de navigation, ce n'est pas idéal puisque ça s'ouvre, il va falloir le fermer. Potentiellement, la croix est un petit peu cachée si c'est du contenu qui nous intéresse de mettre en avant. Donc non, pour nous, ce n'est pas forcément le plus simple de traquer dans les Popin, même si ça reste faisable. Et je peux revenir vers toi avec la solution technique qu'ils ont mis en place pour justement pallier à ce biais. Mais j'insiste sur le fait que la Popin n'est que dans très peu de cas la meilleure solution en termes d'expérience. Et peut-être que c'est l'occasion de supprimer cette vilaine Popin. Ok. Il y a Morgane qui te pose une question par rapport à votre bench. Est-ce qu'il est spécifique à votre outil? Comment est-ce que vous avez réalisé du coup ce bench? Alors, le benchmark, c'est tous nos clients qui aujourd'hui utilisent la solution et ont choisi de partager leurs données. Donc, c'est, comme je vous disais, c'est plus de 1000 clients enterprise dans le monde et plus d'1 million en SMB. Donc là, c'est vraiment de la donnée de masse de tous nos clients Content Square. Ok. Raphaël encore. Avec les RGPD, comment est-on sûr des données sur les nouveaux visiteurs? A priori, je peux revenir plusieurs fois sur un site en refusant un cookie. Comment est-ce qu'on en est sûr de ça? Il y aura forcément des biais. Hein, de toute façon, pareil, c'est pas encore possible de traquer parfaitement. Par exemple, si vous avez commencé votre parcours sur le mobile et puis après vous avez pris la tablette de quelqu'un, voilà, on va pas pouvoir vous suivre à la trace. Donc voilà, pour le moment, on fait au mieux avec les données que les utilisateurs veulent bien nous donner aussi. Hein. C'est la liberté de partage des informations personnelles et ça, on ne peut pas faire sans. Ok. Il y a Mike qui pose une question par rapport à ton case study. En rapport avec le case, est-ce que vous auriez regardé les mêmes métriques pour votre plateforme cliente? Pas Alors le oui, site du coup, mais la solution elle-même. oui, le produit, ils utilisent Content Square sur Content Square. Donc, D'accord. oui, oui. Et c'est ça aussi qui les guide sur voilà, l'amélioration des interfaces. Et ils utilisent exactement le même principe avec du Quanti via Content Square et du Kali via des tests utilisateurs. Ok, trop bien. Eric, du coup, qui te demande comment mesurez-vous la performance de vos nouvelles implémentations versus les anciennes versions de l'A/B testing, une mesure post-release, de nouvelles features, comme tu as dit, un peu de test du coup. Sur le site corporate ou sur le produit? On peut dire sur les deux. Alors, sur le produit, ce sera définitivement pas moi qui pourrais donner la réponse. Ça Ok. sera Ghislain, notre Head of Product Design, qui vous dira exactement. Et sur le site corpo et je pense de manière générale pour nos clients, ça va être vraiment en général, ils font un reporting tous les trimestres sur voilà, quel était l'objectif principal. Bon, en général, pour nous, ça reste quand même de la conversion de Ouais. cette page à un temps donné. Et voilà, un trimestre plus tard, à quel point on a augmenté, baissé, quels sont les résultats des A/B tests. Et on peut bien sûr centraliser tout ça au sein de la plateforme. Cool. Et enfin, il y a Lisa qui demande, est-ce que dans vos benchmarks, vous intégrez des data macro liées au web? Par exemple, l'évolution de la taille des écrans, PC mobile, utilisation de double écran, ou au regard du taux de scroll. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est une excellente question. J'imagine que oui, mais ça, je reviendrai vers toi en parlant avec notre team BI pour D'accord. savoir quels sont leurs paramètres pour définir ça. Cool. Moi, j'ai une question. Tu disais la donnée, elle dépasse l'opinion. Du moins, elle beats l'opinion, tu vois. Comment tu l'as propagée, toi, au sein de tes équipes, ça? Eh bien, c'est ça qui a été assez magique, c'est que finalement, ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'on est passé de mes équipes qui produisent voilà, les prototypes pour les clients
Et voilà, comme je le disais tout à l'heure en rigolant, même si des fois c'est plutôt proche de la réalité, soudainement tout le monde s'improvise designer et n'aurait pas mis ça Ouais. ici et de cette couleur-là. Et le fait d'apporter cette démarche étape par étape, de dire, bah voilà, ça c'était la donnée problématique, voilà la preuve, voilà mon hypothèse, voilà la preuve via la data que mon hypothèse est bonne, donc ma solution est meilleure qu'une solution inventée par n'importe qui autour de la table. Et vraiment, je dirais que du jour au lendemain, on a limité les débats par plus de 50%. Puisque Ok, quand ça fait sens et que c'est justifié, de manière générale, on challenge moins. d'accord. Ok, pas mal. Bonne réponse. Je le valide. Il y a Sylvie qui me pose une dernière question. Quels sont les challenges de la solution Content Square aujourd'hui? On en a plein parce que, comme je vous disais, J'imagine. c'est de pouvoir permettre à nos clients d'améliorer l'expérience utilisateur. Et on sait que l'expérience utilisateur aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Et avec l'explosion de l'intelligence artificielle, les nouveaux usages sur mobile, voilà, c'est vraiment d'essayer de prévoir quelles vont être les habitudes de consommation des utilisateurs de demain pour pouvoir déjà préparer en amont, en termes de développement, des nouveaux modules qui vous permettront de pouvoir analyser ces nouvelles données qu'on ignore peut-être même aujourd'hui. Peut-être que demain, on fera ces courses de manière totalement virtuelle, avec des AI qui vont nous permettre d'essayer nos vêtements directement sur notre mobile. Et voilà, ça sera des nouvelles approches de consommation. Ouais, c'est clair. Ok, bah écoute, cool. Fanny, merci beaucoup. Franchement, c'était hyper instructif. Parler de la data, c'est toujours un truc qui nous intéresse énormément, surtout en tant que designer. N'hésitez pas à laisser une petite note dans le chat, hein, sur 5. Mettez plein d'étoiles. Si vous êtes content un peu de la presse. Moi, en tout cas, j'étais très content de la presse. C'était vraiment top. Merci, Fanny. Tu as bien joué le jeu. Tu as beaucoup bossé dessus. Franchement, merci à toi pour ton temps. Merci pour le temps accordé, pour le C'est temps que bon. tu as passé dessus. C'est toujours bien, tu vois, de poser des questions un peu sur sa boîte quand on bosse dessus, mais surtout quand on la présente, parler un petit peu de la vision qu'on a, etc. C'est très bien de la défendre, en tout cas. Et c'est ce que tu as très su très bien faire pour le coup. Merci à tous d'avoir été présents pour ce petit webinar. On se retrouve très rapidement. Il y en a plein d'autres, hein, qui arrivent. Il y en a d'ailleurs un autre demain avec Job Teaser, côté engineering et data. Donc ça va être cool aussi. Fanny, merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite une super après-midi. Merci d'avoir joué le jeu encore une fois. À tous, passez une belle après-midi. On se voit très vite sur tes PC ou si vous êtes utilisateur de Content Square, let's go, n'hésitez pas. Merci à Ciao, tous. ciao!